Bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Monde qui juge forcément très sévèrement l'ancien et qui le condamne rapidement sans trop essayer de le comprendre. La semaine dernière, le président français était au Rwanda et devant le mémorial à Kigali. Il n'a pas véritablement fait repentance, mais il a reconnu les responsabilités françaises dans le génocide de 1994. Emmanuel Macron a fait totalement sienne les conclusions de la commission dirigée par l'historien Vincent Duclercq qui a dénoncé au début du printemps les responsabilités lourdes et accablantes de François Mitterrand et des militaires qui l'entouraient. En 1994, le chef d'état-major des armées françaises s'appelait Jacques Langsade. Il a la confiance du président Mitterrand, dont il a été auparavant le chef d'état-major particulier. C'est lui qui va suivre le dossier rwandais et c'est lui qui préface ce livre, Guerre au Rwanda, l'espoir brisé 1991-1994, qu'a écrit Dominique Delors aux éditions Perrin. Ce sont vos mémoires, mon général. Est-ce que c'est un plaidoyer ? Non, je n'ai pas souhaité faire un plaidoyer. C'est donc pas un livre de polémique. C'est un livre qui manquait, je pense, c'est celui d'un témoignage par un acteur. Pas simplement quelqu'un qui a participé à la fin des opérations de Turquoise, mais qui a été un acteur dans la gestion de crise pratiquement depuis le début, en tout cas depuis 1991. C'est-à-dire que vous étiez conseiller de l'amiral Langsade et vous étiez au Rwanda, chargé de ce dossier, conseiller Afrique, chargé de toute la période qui a précédé le génocide, c'est-à-dire le moment des négociations sur le partage du pouvoir. Oui, c'est une position un peu singulière qui est d'être à la fois sur le terrain, sur les collines au nord de Kigali, et aussi de participer à des réunions de gestion de crise au Quai d'Orsay, ou à rencontrer les différents chefs politiques et militaires, y compris du FPR. Oui. Donc cette position singulière, elle ne pouvait pas être d'ailleurs exprimée par d'autres. Et donc je me suis décidé à raconter mon témoignage parce que ce que je pouvais lire les années passant ressemblait plus à des pamphlets qu'à autre chose. Vous allez nous dire si vous êtes amer et il y aurait de quoi l'être, parce que d'abord votre mission a échoué et ça a débouché sur une tragédie épouvantable, et puis vous pourriez l'être amer, avoir le regard qu'un certain nombre de gens portent sur ce que vous avez tenté de faire. Vous allez nous raconter en détail vos efforts, votre guerre. Et puis nous rejoindrons dans un instant en duplex Chantal Delsol qui a co-dirigé une somme sur l'Europe centrale et orientale, la vie de l'esprit depuis 1945. C'est un dictionnaire encyclopédique des acteurs intellectuels de l'autre Europe depuis la guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. C'est un travail absolument formidable qui a mobilisé 150 spécialistes, des universitaires, des chercheurs, des écrivains, des éditeurs, des poètes, des académiciens comme elle. Le sel de la terre, mais au-delà du Rhin et au-delà du Danube même, on s'y plonge et on comprend une partie des quiproquos qui mine parfois l'Union européenne. On va la rejoindre. Mais d'abord, donc, le Rwanda. Qu'est-ce que vous avez ressenti, en général, la semaine dernière, en entendant le président de la République, aux côtés du général Kagame, dire qu'il se tenait avec humilité et respect? Alors, pour une fois, je vais employer une expression que j'aime pas beaucoup, c'est le « en même temps ». Alors, en même temps, parce que je ne partage pas les conclusions du rapport Duclercq imputant à la France des responsabilités lourdes et accablantes. Et donc, sur ce point, je suis en désaccord avec ce que j'ai pu entendre. Néanmoins, ce que je peux entendre et comprendre dans le discours du président de la République, c'est qu'il reconnaît les efforts louables de la France pour essayer d'arriver à des accords entre les parties, les accords d'Arusha. Évidemment, je suis très sensible aux propos du président lorsqu'il exonère l'armée française, les soldats français, de toute forme de complicité avec le génocide. Il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça.
Vous avez bien raison de le souligner. Non, mais je veux dire, ce ne serait pas simplement une considération. Une complicité de génocide, c'est un crime. Et c'est un crime qui est imprescriptible. C'est-à-dire que vous ne seriez pas dans un studio, vous seriez devant un magistrat. Absolument. Et il y a donc rien n'a été trouvé dans le rapport du clerc. Et le troisième point, c'est qu'il souligne que c'est une étape vers la vérité. C'est-à-dire qu'il manque énormément de choses dans l'étude qui est faite de cette période, et notamment les archives des autres, les archives du FPR. Est-ce que vous avez demandé vos propres archives? Alors, j'ai rencontré par 2 reprises le président du clerc, qui ne m'a pas auditionné officiellement, mais à qui j'ai donné l'essentiel de mon sentiment et de mes écrits. Vous avez eu l'impression qu'il était attentif? J'ai l'impression qu'il cherchait toujours dans la voie de... En tout cas, son équipe me donne l'impression de chercher à savoir si nous étions ou pas au courant d'une éventuelle préparation du génocide et, pour le moins, donc, endossions une responsabilité. Donc ça, c'est un peu son suivi. Vous êtes très prudent, mais alors je vais vous pousser un petit peu, pardonnez-moi, mais... D'abord, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir affaire, en discutant avec lui par 2 fois, à quelqu'un de compétent? C'est-à-dire que c'est un historien, évidemment, mais c'est un historien spécialiste de Dreyfus. Il a fait 8 livres sur Dreyfus. Et au moment de la commission, du travail de la commission, il préparait un livre sur Camus. Donc c'est un historien qui ne connaît rien à l'Afrique, notamment aux problèmes ethniques, notamment à l'Afrique des Grands Lacs, qui est quand même un dossier épouvantablement compliqué. Est-ce que vous avez eu l'impression que sa magnifique intelligence et son savoir-faire lui permettaient de dominer la question? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a fait sortir de sa commission une historienne qui était peut-être la seule à avoir une compétence sur le Rwanda, et elle a quitté la commission. Je souligne aussi qu'un des membres de la commission n'a pas co-signé les conclusions du rapport. Donc il y a manifestement un petit peu. Quant à lui, il ne connaît rien au Rwanda. Malheureusement, je dis, c'est le cas de la plupart des gens qui s'expriment sur le Rwanda, et ceux qui ont des idées un peu plus complètes, on les entend le moins possible. Ouais. Vous avez vu le cas avec Hubert Védrine, vous avez vu le cas avec Édouard Balladur. Lorsqu'ils se sont exprimés, ils ont eu le droit, si j'ose dire, à un petit peu d'audience à travers tel ou tel média, et puis c'est tout. Est-ce que si vous rencontriez Paul Kagame, vous vous tiendriez à côté de lui avec humilité et respect? Certainement pas. Okay. Par rapport à d'autres qui sont allés, j'allais dire à la soupe, c'est peut-être un peu méchant, mais dîner avec le président Kagame, dans ma vie d'officier, assez longue quand même, je ne suis jamais allé voir volontairement un dictateur. J'ai toujours été en mission. Ouais. J'ai rencontré les chefs du FPR, qui n'étaient pas d'ailleurs Kagame, qui était le chef de l'armée du FPR, mais pas le chef du FPR pendant toute cette période. Qu'est-il devenu? Kanyarangwe, c'était un Hutu d'ailleurs. Il a été ministre jusqu'en 1996 du nouveau régime de Kagame. Et en période de transition. Période de transition. Il a été chassé parce qu'il a dénoncé des massacres de la nouvelle armée rwandaise contre des populations. Et qu'est-ce qu'il est devenu après? Disparu. Très bien. Quand on se plonge dans votre livre, on réalise la solitude de la France au Rwanda, parce que tout le monde s'en fiche de ce qui se joue là. Et la France est seule à vouloir empêcher le pire, semble-t-il. Vous avez un officier américain qui débarque dans votre bureau et qui vous dit qu'il travaille, il est un des conseillers Les Américains sont présents, je les rencontre un certain nombre de reprises, vous l'avez noté, aussi bien les diplomates que les militaires, aussi bien à Paris qu'à Arusha, qu'à Kigali, puisqu'il avait Kagame avait un conseiller militaire américain, qui détaché au State Department, le colonel Marley, qui vient me voir quand je commande les opérations à Kigali en 1993, il vient me voir là, et il n'hésite pas. Ce qui est d'ailleurs, ça m'a toujours extrêmement étonné de rencontrer. Parce que vous ne comprenez pas très bien, en fait, à quel titre il vient. Les Américains étaient au moins aussi bien informés que nous durant la totalité de cette période, et je dirais même plus, puisque même au moment du cataclysme, de l'apocalypse,
ils avaient à la fois les renseignements qu'ils recueillaient sur le terrain, et comme ils étaient aussi du côté du FPR et de l'Ouganda, ils avaient tous les renseignements. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'y sont pas mêlés. Ils avaient peut-être raison. On va y revenir, mais on va d'abord retrouver Chantal Delsol. Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Vous êtes là? Ouais. Oui, oui. Alors on vous connaît comme philosophe, vous avez fondé l'Institut Hannah Arendt, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous prenez part au débat public dans vos chroniques, dans vos essais. Je signale un excellent papier sorti dans le Figaro d'hier, souci de la vérité et refus du repentir. Je vous le ferai lire après. En général, vous direz ce que vous en pensez. Et mais vous n'êtes pas là pour ça, parce que avec Johanna Nowicki, j'espère que je n'écorche pas son nom, vous avez coordonné ce pavé, 1000 pages, pardon, pas ce pavé, ce monument, c'est écrit en 4e de couverture, monument décisif. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est un... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un who's-who des intellectuels qui ont de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de ce qu'était autrefois la Tchécoslovaquie, de Bulgarie. On s'arrête à la porte des Balkans quand même. Hein. Et c'est les bottins des intelligences de l'autre Europe, celle qui a été longtemps sous la botte soviétique. Et puis c'est aussi une encyclopédie avec, à côté de ces grandes figures vivantes ou disparues, c'est une encyclopédie de toutes sortes de choses très variées. C'est incroyable, votre livre. Votre livre est vraiment le livre de 1000 pages le plus incroyable de la saison, je trouve. Ah, c'est très gentil, merci Vincent. Non, mais c'est pas seulement gentil, parce que c'est une encyclopédie qui parle de tout, de l'agriculture en Roumanie, de la manipulation de l'histoire en Pologne, de l'humour tchèque, du cinéma, de lutte sociale, de traités internationaux, de l'art contemporain en Allemagne de l'Est, du dialogue interreligieux en Bulgarie. On est absolument bluffé. Comment est-ce que vous avez travaillé? On a commencé par organiser plusieurs colloques avec des intellectuels de ces pays pour discuter des entrées. Parce que tout le problème dans une encyclopédie ou un dictionnaire, là en l'occurrence c'est les deux, c'est de trouver les entrées. De quoi est-ce qu'on va parler? Et on a constitué un petit groupe d'intellectuels pour chaque pays qui allait trouver d'autres intellectuels dans son pays et qui nous ont proposé des entrées, qui nous ont dit, ben voilà, pour tel pays, telle entrée est importante. Et ce sont eux qui ont décidé, de façon autonome, quels sont les auteurs, quels étaient les auteurs dont ils voulaient parler et quels étaient les sujets dont ils voulaient parler. Et on a travaillé avec eux. Bon, on allait dans ces pays pour discuter avec les gens, mais ce sont eux qui ont décidé, ce sont eux qui ont écrit. En fait, c'est pas un livre qui est écrit par les Français. Bon, enfin, il y a finalement assez peu de Français dans l'affaire. Oui, c'est écrit par eux-mêmes. Et après, ça a été traduit, bien sûr. Et alors, vous aviez un représentant par pays, vous avez procédé comment? Ça s'est fait... On avait plusieurs représentants par pays, donc qui chacun ont décidé du contenu, parce que ce sont des gens qui connaissaient cette langue, ce pays, les intellectuels de ce pays, et on a été en discussion permanente pour prendre des décisions. Alors, les grands auteurs, vous-même, vous les connaissiez ou vous les avez découverts à cette occasion? Oh ben, j'ai découvert beaucoup de choses, même si évidemment il y avait un certain nombre d'auteurs que je connaissais déjà, les principaux, mais il y a beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas, beaucoup de thématiques que je ne connaissais pas ou mal en tout cas, et ça m'a beaucoup appris. Ah ben ça, on mesure son ignorance en feuilletant l'ouvrage, mais vous avez été influencé par le travail de ces intellectuels de l'Est dans votre propre recherche, ils vous ont fait prendre conscience de problématiques que vous aviez négligées? Bien sûr, et du coup, il y a beaucoup de livres que je lis sur leurs conseils. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'apprends et c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé parce que c'est tout un pan de l'histoire européenne, l'histoire des idées européennes que nous ne connaissons pas ici. Oui, parce que les chercheurs que vous avez mis à contribution sont aussi des explorateurs parce que au-delà de l'inventaire, il y a tout un travail de, comment dirais-je, de réparation. Il y a une certaine forme de condescendance quand même de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis de ses cousins de province que seraient les intellectuels qui étaient autrefois sous la botte. Hein. Bien sûr, moi je suis allée beaucoup dans ces pays-là depuis 1990, donc ça fait déjà longtemps. Et je me rappelle très bien dans les années 90, quand j'allais dans ces pays, j'étais en général invitée par l'ambassadeur de France à dîner, et je me rappelle
les ricanements des chancelleries à propos de ces pays. Et ces Ouais. pays étaient méprisés, littéralement. Ils le sont encore? Et je pense qu'ils le sont encore. D'autant plus qu'il y a les mouvements dits populistes qui, évidemment, n'arrangent pas les choses. Oui. Alors, ça c'est vrai, c'est qu'il y a toujours eu un décalage entre les deux Europes depuis maintenant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a en plus effectivement l'apparition de ces démocraties illibérales dont Bruxelles et Paris passent leur temps à se plaindre. Il y a d'un côté une absence totale de tragique, vous me dites si je me trompe, hein, le monde désacralisé, puis de l'autre, il y a, de l'autre côté de l'Europe, il y a l'omniprésence de l'histoire, l'humanisme et la critique de la postmodernité. Finalement, jusqu'à présent, ça peut changer après, on ne sait pas, il y a une sorte de refus de la postmodernité considérée comme matérialiste, relativiste. Oui, c'est ça, matérialiste et relativiste. Alors, ils sont antitotalitaires. Ils ont déjà abattu un Moloch. Est-ce que vous diriez qu'ils ont un train d'avance sur leurs cousins d'Europe de l'Ouest? Ben, on peut discuter pour savoir si c'est un train de retard ou un train d'avance. Et En tout d'ailleurs, cas, je pense que oui, c'est l'histoire qui nous le dira, hein. oui. Mais par exemple, avant le Covid, ils ont fait l'expérience de Kafka. Ils n'ont pas attendu l'épidémie Bien pour sûr. découvrir toutes sortes d'absurdités que vous impose l'État. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de textes là-dessus, là, dans ce livre. Et en même temps, ils sont très différents. Moi, je trouve que, je ne les connais pas pour la plupart, mais je trouve que leur approche des choses est, comment dire, exotique, non? Il y a un sentiment d'étrangeté Vous voulez dire quand on les très lit. différent de nous, très différent de nous. Ah ben Oui, ça c'est sûr. Ça c'est ouais, sûr. Pour nous, c'est vraiment très exotique. Et ce qui est extraordinaire, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que en même temps, ce sont des Européens, ce sont des gens qui sont tombés dans la marmite du judéo-christianisme, des gréco-latins, comme nous exactement. Mais en même temps, ils sont très exotiques. Donc, ouais. c'est à la fois un sentiment de dépaysement et un sentiment de proximité. C'est très étrange. Et Est-ce qu'ils je sont trouve ça très prophètes dans leur intéressant. pays? Parce qu'après tout, Solzhenitsyn est resté inaudible en Occident, largement. Est-ce que ces intellectuels, finalement 30 ans après la chute du mur, sont reconnus et écoutés chez eux? Ah bah oui, ils ont tous des intellectuels costauds, pas du tout des intellectuels de Ouais, seconde zone, hein, mais qui sont euh, mal connus chez nous ou inconnus chez nous, d'abord pour des raisons linguistiques, il faut bien le dire. ouais, Vous savez, quand vous avez une langue secrète, c'est quand même très compliqué d'émerger, hein. D'abord parce que pour les intellectuels, tout est très compliqué. Il vous faut apprendre 2 ou 3 langues étrangères avant même de pouvoir commencer à penser. Et puis ensuite, parce que les autres ne vous connaissent pas, parce que c'est quand même très difficile et très cher de vous traduire. Mais ils ont des intellectuels très, très costauds, oui. eh ben, on verra si le temps fait son œuvre de nivellement, On si la verra, on verra. modernité, Ouais, si la modernité exact, va digérer ce grumeau, ouais, finalement, ouais, ou, exactement. bien, Chantal Delsol, qui signe donc une préface éblouissante à une somme que publient les éditions du Cerf, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, dictionnaire encyclopédie. Et c'est publié en français, c'est même pas publié en globish. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment un livre. Et il fait, en plus, la coquetterie absolue, c'est qu'il fait pile 1000 pages. 1000 pages, une vraie somme. Il y en a pour l'été à le lire. Merci à vous, Chantal. Merci Vincent. Alors on va revenir au Rwanda parce que c'est une autre expérience kafkaïenne. Alors d'abord, le lecteur vous accompagne dans votre ouvrage, Général Delors. Le lecteur vous accompagne dans votre vie militaire et vous avez vraiment le meilleur de la vie militaire. Parce que vous allez sur le terrain, mais vous êtes en même temps au Quai d'Orsay, vous êtes en même temps à la table des négociations pratiquement, vous êtes en même temps dans les coulisses de l'État, là où se prennent les décisions. Vous voyez vraiment se fabriquer la décision politique au plus près. Vous avez une vision comme ça, comment pourrait-on dire, panoramique, hein, absolue. Je crois que, bien entendu, il y a le fil directeur majeur qui est l'histoire du Rwanda, mais c'est vrai que certains m'ont dit leur très grand intérêt pour voir comment fonctionnait l'État français, les relations entre le politique et le militaire, les relations entre les diplomates et les militaires,
Et sur cet exemple particulier, également découvrir comment on adapte les effets militaires aux buts politiques recherchés et aux effets politiques que l'on veut obtenir. Donc oui, il y a ce vécu, ce vu, ce fait. J'ai souhaité raconter cette histoire et en même temps faire prendre en compte le fait très important que nous ne traitions pas que du Rwanda. Non, 49 crises en même temps. Oui, que simultanément, le monde était en ébullition au début des années 90, avec la chute de l'Union soviétique. Et l'ébullition avait même atteint l'Europe, puisque pendant des années, il y a eu la crise des Balkans, qui focalisait à la fois l'attention des politiques, ce qui est normal, une partie des moyens des armées et la presse internationale. Oh là, vous êtes très sévère sur les journalistes. Vous avez un mot aimable quand même pour notre confrère Stephen Smith, qui vient vous voir et qui a été invité ici, que l'on connaît bien, et à qui vous rendez hommage pour son professionnalisme. Mais vous êtes quand même assez sévère pour les... On ne peut pas avoir... Je pense pas assez. Je vous surprends un peu. Je ne pense pas assez. Parce que j'ai encore la faiblesse de croire, même si j'y crois de moins en moins, que les médias peuvent aider. Oui, vous pensez que s'il y avait eu plus de témoins sur place, les choses ne seraient pas passées comme ça? Bien sûr. Regardez à Arusha, la seule chaîne de télévision importante, c'était la BBC. Il n'y avait rien, aucun Français. Alors que nous étions, avec les États-Unis, les principaux parrains de cette négociation entre les partis. Mais même sur le tribunal pénal, sur le Rwanda d'Arusha, ensuite, il y a très peu de gens qui ont suivi réellement les débats, en Occident, je veux dire. Alors, il y a quelques journalistes qui se sont glissés dans les fourgons de Kagame, oui. En 94, un peu, vous savez, comme il y avait eu les fourgons pour entrer dans ce qu'était Phnom Penh, ou en 75, au moment de la chute de Saigon. Mais j'ose dire qu'on ne se fait pas une idée de la gestion de crise pendant des années par la France au travers d'un 4x4 au mois de juillet 1994. Non, d'accord, mais en même temps, vous-même, vous n'avez pas du tout compris qu'est-ce qui s'était passé finalement sur le moment. Vous n'avez pas imaginé que ça allait déboucher sur cette tuerie gigantesque et alors, ce génocide. Sur le génocide, vous avez raison. Je ne l'ai pas imaginé. Personne ne l'a imaginé avant les faits. D'ailleurs, est-ce inimaginable? Est-ce qu'à d'autres moments de notre histoire, on a pu imaginer qu'il y aurait un génocide? Mais il y en avait eu 2 auparavant, non? Oui, mais est-ce que des personnes avaient annoncé le génocide des Khmers fait par les Khmers rouges? Non, mais au Rwanda même. Alors au Rwanda, on avait annoncé, moi-même, d'ailleurs j'ai signé des documents, je donne beaucoup de précisions, dès juin 1992, pour dire que la situation pouvait dégénérer et que le temps des grands massacres serait revenu, des grands massacres ethniques, et donc je me fiais là à des propos obtenus auprès du chef d'état-major de l'armée rwandaise, Deogracias Nsabimala. Ouais. Donc, si vous voulez, ça, je n'ai pas été le seul à le dire, hein, nous avons été un certain nombre. Le grand danger que courait le Rwanda à ce moment-là, il était perçu. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles la France continue à s'en occuper. Alors, sinon, on aurait pu évidemment, comme Ponce Pilate, se retirer de cette affaire-là et laisser les Rwandais dès 1992. Ça aurait pu être une décision. Ça n'a pas été celle du président. Ça n'a jamais été envisagé. Ça n'a jamais été envisagé. On ne s'est jamais dit, finalement, on est trop petit dans cette affaire, on est trop seul et on n'arrivera pas. Non, nous avons eu l'espoir d'amener les deux parties en leur tordant un peu le bras à des accords de paix qu'ils ont signés. Oui, alors je vais être totalement cynique. C'était une illusion. Elle a vécu. C'était la mise en pratique du discours de La Baule. Hein, la démocratisation, l'aide militaire contre la démocratisation. La démocratisation, c'est le partage du pouvoir. Exactement. Et donc, bon. Et en fait, c'est une impasse. C'est une impasse, en tout cas, qui est démontrée. Et vous avez du mal à le reconnaître. Finalement, si vous aviez laissé. Un peu moins, quand même, un peu moins dur, même si, en regardant justement, parce que nous gérions d'autres crises. Dans d'autres pays, là, ce type d'action a amené quand même
des fruits pour réduire des crises. Je cite l'exemple de Djibouti, puisqu'en 91-92, il y a une forte crise qui n'est pas complètement terminée, mais disons qui a été maintenue à un bas niveau. Le Tchad qui a été ramené à, si j'ose dire, pendant le temps d'Idriss Déby, au moins, à plus de calme. Je cite l'exemple du Togo, qui me paraît très intéressant aussi, c'est pour ça que je le cite, où là, sur une forte pression menée sur Yahya Jammeh, on a réussi à réduire la violence qui pouvait éclater. Donc, tout n'est pas échec. Si j'ose dire, là encore, le Rwanda est un échec, mais, et j'essaie d'amener et de raconter plus exactement ce qui est vécu, ce qui est lu, avec le rythme lui-même des rencontres avec les Rwandais. C'est toute la richesse de ce livre, c'est pas le sanglot de l'homme blanc, c'est la complexité du réel et l'effort obstiné qu'ont fait un certain nombre d'hommes d'État à essayer de conjurer le pire. Ça s'appelle la guerre civile, donc la guerre au Rwanda, l'espoir brisé, le titre est le bon, 91-94, publié chez Perrin avec Pierre de Taillac. Merci mon général. Ainsi va le monde sur Télé Sud.